Moscou dispose de 5 options pour une nouvelle attaque contre l'Ukraine et tentera à nouveau d'impliquer Minsk. Zelensky a tenu une réunion du quartier général du commandant en chef suprême. Je vous donnerai bientôt tous les détails. Ce n'est pas seulement une impasse pour la Russie, selon Omali Tokmashkia à l'ONU, qui a comparé la situation en Ukraine à celle du siège de Carthage ou de Rome. L'Ukraine est une victime et a pleinement le droit de défendre sa souveraineté territoriale et son intégrité par tous les moyens à sa disposition. C'est déjà le nouveau dirigeant hongrois qui donne au Kremlin un refus définitif. Et il est revenu bredouille. Poutine n'a pas réussi à ramener de Chine quelque chose de plus substantiel qu'une déclaration sur un ordre mondial multipolaire. Voilà tout cela, et bien plus encore. Parlons-en en détail dès maintenant. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like à cette émission. Les unités des forces de défense ukrainiennes ont frappé un certain nombre d'objectifs importants des occupants russes. Parmi eux, la raffinerie de pétrole Lukoil dans la région de Nijni Novgorod, près de la localité de Kstovo. Un violent incendie y faisait rage. Sur de nombreuses vidéos filmées par les habitants locaux, on peut voir des colonnes de fumée dans le ciel et des flammes à ciel ouvert à l'usine. La raffinerie Lukoil Nijegorod Nefteorg Synthèse de Kstovo a déjà été attaquée à plusieurs reprises, notamment la dernière fois le 18 mai. Je rappelle qu'il s'agit de l'une des principales raffineries de Russie, importante pour l'approvisionnement de la région de Moscou. Les forces ukrainiennes ont également frappé des concentrations de troupes ennemies dans la région de Novoukhaïnka, dans la région de Zaporizhia, ainsi qu'à Mirnoye, Snezhnoye et Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà déclaré qu'il avait approuvé des plans pour des frappes à longue portée contre la Russie au mois de juin. Le dirigeant ukrainien a tenu une réunion du quartier général du commandant en chef suprême. Lors de cette réunion, ils ont discuté de la menace potentielle d'une invasion en provenance de la Biélorussie et de la situation près de la Transnistrie. Selon Zelensky, Moscou dispose de 5 options pour une nouvelle attaque dans le but d'impliquer à nouveau Minsk. Nous avons analysé en détail les informations dont disposent nos services de renseignement sur la planification par la Russie d'opérations offensives dans la direction Tchernihiv-Kiev. Pour chaque option possible d'action de l'ennemi, nous préparons des réponses. Si les Russes décident réellement d'élargir leur agression, a déclaré Zelensky, ajoutant que dans ces directions, le contingent militaire des forces armées ukrainiennes sera renforcé. De plus, le chef de l'État a chargé le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine de préparer des mesures diplomatiques supplémentaires à l'encontre de la Biélorussie que la Russie pourrait entraîner dans la guerre. Selon lui, des tâches correspondantes ont également été confiées aux services de renseignement. Il semble qu'au Kremlin, on ne demande même plus formellement l'accord de Loukachenko. Du côté de la Biélorussie, la menace d'une invasion contre l'Ukraine s'intensifie, tandis que Poutine place l'armée biélorusse sous son contrôle. Nous allons maintenant expliquer en détail ce que pourrait entraîner pour le moustachu Réorich et surtout pour la population de son pays une tentative des occupants de franchir la frontière biélorusse-ukrainienne. De vastes exercices nucléaires ont débuté dans toute la Russie le 19 mai. Plus de 60 000 militaires ont été mobilisés, ainsi que les forces de missiles stratégiques, les flottes du Nord et du Pacifique et l'aviation à long rayon d'action. La Biélorussie participe également à ces exercices nucléaires. Dans le but d'accroître la préparation des forces armées à l'utilisation de moyens de destruction modernes, y compris des munitions spéciales. Sous la direction du chef d'état-major général des forces armées, premier vice-ministre de la Défense de la République de Biélorussie, a commencé l'entraînement des unités militaires à l'utilisation au combat des armes nucléaires et à l'appui nucléaire. Cet entraînement est une activité planifiée dans le cadre de l'État de l'Union. Il n'est pas dirigé contre des pays tiers et ne constitue pas une menace pour la sécurité de la région. Ministère de la Défense de la République de Biélorussie. Avant le début de l'invasion à grande échelle, des exercices avaient également lieu sur le territoire biélorusse et le ministère de la Défense locale faisait les mêmes déclarations. Tout le monde se souvient bien d'où a commencé l'invasion. Le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine a immédiatement réagi au début des exercices. Le déploiement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie et les exercices nucléaires conjoints des deux dictatures constituent un défi sans précédent pour l'architecture de la sécurité mondiale. La militarisation de la Biélorussie ne sape pas seulement la confiance dans le droit international, mais fait également du ministère des Affaires étrangères un complice à part entière du chantage nucléaire russe. L'audace de Moscou et de Minsk, qui ont consciemment franchi toutes les lignes rouges, ne peut rester sans une réponse ferme et consolidée, ainsi qu'un endiguement systématique des deux régimes de la part de la communauté euro-atlantique et du monde entier. Les armes nucléaires tactiques russes ont été déployées sur le territoire biélorusse à la mi-2023.
Et à partir de ce moment-là, l'air a de plus en plus brandi la menace de cette arme et a mené toutes sortes d'exercices. C'est là un des éléments d'intimidation non seulement de l'Ukraine, mais de toute l'Europe. La République du Bélarus s'avère être aussi fiable que ses rapports officiels peuvent l'être. Mais il n'existe malheureusement aucune autre source d'information alternative à ce jour. Une division entière composée de missiles tactiques Iskander dotés d'ogives nucléaires, ainsi qu'une flotte de 10 aéronefs spécialement équipés pour transporter des bombes nucléaires à gravité, ont été officiellement déployés sur le territoire. Le gouvernement de Moscou s'efforce activement d'obtenir de la part de Minsk que les forces armées biélorusses s'engagent de manière directe et active dans la guerre contre l'Ukraine, ce qui signifierait concrètement qu'elles lancent une offensive militaire contre le territoire ukrainien. Peu de temps avant les exercices nucléaires, la Biélorussie a interdit l'accès aux forêts dans 19 districts frontaliers du pays. La plupart des districts fermés se trouvent à la frontière avec l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. L'une des cibles les plus importantes pour une invasion pourrait être la centrale nucléaire de Rivne. Poutine ne dispose pas de forces suffisantes. C'est pourquoi il essaie d'entraîner l'armée biélorusse dans la guerre contre l'Ukraine. Mais Loukachenko comprend parfaitement la situation. Loukachenko, à ce que je comprends, n'en a absolument pas envie. Il comprend parfaitement que tout d'abord, une tentative d'envahir l'Ukraine signifierait l'anéantissement de l'armée biélorusse. Toutes les routes à la frontière avec la Biélorussie, du côté ukrainien, sont depuis longtemps minées et bien surveillées par le feu, donc pour l'armée de Loukachenko, c'est un aller simple. Les exercices et les menaces relèvent davantage de la pression psychologique que d'actions réelles. Les forces armées ukrainiennes contrôlent actuellement tous les déplacements des troupes russes et biélorusses. Il n'y a donc aucune raison de paniquer. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas actuellement un grand nombre de troupes russes sur le territoire biélorusse, la Russie peut à tout moment utiliser cette plateforme en y transférant des forces supplémentaires. Il y a déjà un certain chantage concernant la présence d'armes nucléaires sur le territoire de la Biélorussie. Bien sûr, les menaces en Biélorussie sont réelles et nous devons être prêts à toute évolution de la situation. Potentiellement, la Fédération de Russie pourrait recourir à une provocation dans le nord de l'Ukraine et impliquer l'armée biélorusse dans cette histoire afin d'y attirer les troupes ukrainiennes. Mais pour cela, l'agresseur a besoin d'un groupement et de ressources qui n'existent pas actuellement. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que la Russie ferait face à des conséquences dévastatrices si, lors des exercices conjoints avec la Biélorussie sur le potentiel nucléaire, elle décidait de l'utiliser contre l'Ukraine. Il a souligné que l'OTAN surveille attentivement ces exercices. Lors de la conférence de presse à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN a également qualifié de risibles les accusations du pays agresseur, la Russie, concernant le lancement de drones ukrainiens depuis la Lettonie. Selon Rutte, même en Russie, on comprend le caractère infondé de telles affirmations. L'OTAN dispose des moyens nécessaires pour raser toutes les installations militaires dans la région de Kaliningrad en cas de menace de la part de la Russie. C'est ce qu'a déjà déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères de Lituanie, Kęstutis Budrys. Nous allons maintenant parler de la situation explosive dans la région de la Baltique. L'Europe met une nouvelle fois le Kremlin en garde. L'agression contre les pays de l'UE et de l'OTAN est une très mauvaise idée. Et même si Poutine continue de se croire invincible, l'Alliance peut rapidement le ramener à la réalité. Et c'est Kaliningrad qui le ressentira en premier. Ni les systèmes de défense anti-aérienne, ni les complexes de missiles dont la ville est truffée n'y pourront rien. Nous devons montrer aux Russes que nous sommes capables de percer leur petite forteresse qu'ils ont construite à Kaliningrad. En cas de nécessité, l'OTAN dispose des moyens pour raser les bases russes de défense anti-aérienne et les bases de missiles qui s'y trouvent. Et les missiles de l'OTAN auront de quoi s'en donner à cœur joie. Il y a particulièrement beaucoup de cibles militaires sur la côte de la mer Baltique. C'est là que sont concentrées l'aviation, les troupes de communication et les usines de réparation. Mais les propos du chef de la diplomatie lituanienne ne sont pas seulement un avertissement à la Russie. C'est aussi un rappel adressé aux alliés. L'Europe ne doit pas sous-estimer les risques d'un conflit potentiel avec la Russie. Il est impératif que l'Union européenne s'attache à démontrer à la Fédération de Russie de véritables instruments de dissuasion. Et lorsque l'Europe ne fait que chercher désespérément à instaurer un dialogue bilatéral avec Vladimir Poutine,
Au lieu, par exemple, d'imposer un nouveau paquet de sanctions rigoureuses ou de consolider significativement les capacités de défense de l'Ukraine, cela est bien sûr perçu très positivement au Kremlin comme une preuve de faiblesse de l'Europe, une faiblesse manifeste dont on peut assurément profiter de manière opportuniste. Le ministre des Affaires étrangères de Lituanie a également souligné que les pays européens devraient renforcer leurs propres capacités de défense et prendre en compte le fait que les États-Unis pourraient ne pas venir à leur secours. Kęstutis Budrys note que de nombreux plans européens reposent sur l'idée que les États-Unis fourniront à l'Europe des capacités militaires cruciales, comme le renseignement satellitaire. Mais il est déjà temps de revoir les approches en matière de sécurité. Après cette phrase retentissante concernant la région de Kaliningrad, il passe déjà à des points plus pragmatiques et constructifs, et il dit que si une véritable agression de la part de la Fédération de Russie devait avoir lieu contre l'Europe, les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, cela concernerait tout le monde. Et cela pourrait arriver dans un avenir très proche. Et une telle attaque concernerait absolument tous les membres de l'Union européenne, et pas seulement les pays qui partagent une frontière avec la Fédération de Russie. Cela témoigne une fois de plus du fait qu'il existe de sérieuses inquiétudes dans les pays baltes quant à savoir si les États-Unis rempliront leurs engagements, leurs obligations dans le cadre de l'OTAN et de plus, comment les autres pays européens réagiront à une éventuelle agression de la part de la Fédération de Russie. Bien que l'agression de la Russie ne soit plus une simple hypothèse, l'Europe continue d'y réagir très lentement. Le 15 mai, l'inspecteur général de la Bundeswehr, Carsten Breuer, a déclaré que la Russie pourrait être prête à attaquer le territoire de l'OTAN dès 2029. Il est également prévu d'obtenir un avantage technologique, mais selon les plans, cela devrait se produire avant 2035. Les Européens continuent de penser qu'ils ont du temps, même s'ils affirment qu'ils devraient déjà être prêts à une attaque de la Russie. Mais l'UE aurait déjà dû être prête à une agression depuis hier. À mon avis, ce qui se passe actuellement, c'est une phase de préparation à une opération spéciale très étendue géographiquement de la part de Poutine et, par conséquent, de la Fédération de Russie. Et l'un des points sera, disons, oui, la pression de la région de Kaliningrad sur l'Europe. Officiellement, la Russie veut contrôler la mer Baltique et, par conséquent, le détroit actuellement contrôlé par le Danemark et la Suède. Et la Russie a sans aucun doute besoin d'un accès sans entrave par le corridor de Suwałki vers cette fameuse région de Kaliningrad. Le Kremlin organise de plus en plus souvent des provocations au-dessus de la mer Baltique. À la mi-mai, les Polonais ont repéré un avion militaire russe de reconnaissance radioélectronique et photographique Il-20 dans le ciel au-dessus de la mer Baltique. Avant cela, en avril, les Français ont été contraints à plusieurs reprises de faire décoller leurs chasseurs Rafale pour intercepter des chasseurs russes. Certains des avions russes étaient même armés de missiles. Oui, tout se terminait sans agressivité. Cependant, qui sait ce qui se passera la prochaine fois? La Russie perd, pour le 5e mois consécutif, plus de personnel qu'elle n'est capable d'en mobiliser. Les unités des forces de système sans pilote jouent un rôle important dans les pertes astronomiques de l'ennemi. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Chaque jour, l'armée russe perd au moins 1 millier de militaires, tués et blessés. Depuis le début de l'année 1926, les pertes totales de l'ennemi ont déjà dépassé 141 000 personnes, dont plus de 83 000 sont des pertes irréversibles, a-t-il souligné. Il menaçait d'atteindre Berlin et Paris, mais en chemin, un petit incident est survenu. Les occupants tentent en vain depuis un an de prendre d'assaut un petit village dans la région de Zaporijia. Malaya Takmachka symbolise non seulement une impasse tactique, mais aussi le démantèlement plus large du récit russe sur la victoire inévitable. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU, Andriy Melnik, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a ironiquement comparé les tentatives des Russes de s'emparer de la localité au siège d'Irim ou de Carthage. Selon Melnik, les commentateurs russes ont maintes fois déclaré pendant des années qu'ils avaient presque pris la localité, mais ils n'y sont toujours pas parvenus, ce qui démontre l'écart entre les déclarations de propagande de l'air et la réalité sur le terrain.
Et pour le prouver, nous vous proposons simplement de regarder comment, en Russie, ce triomphe de la victoire délirante s'est produit et continue de se produire, bien que, en réalité, ce ne soit pas le cas. Pour bien comprendre, faites attention aux dates. Une fois de plus, nous devrons détruire Berlin et entrer dans cette ville maudite par Dieu. Une fois de plus, nous devrons entrer à Paris. Une fois de plus, nous devrons libérer Vienne. Des combats ont également lieu dans la région et en périphérie de Malaya-Tokmatchka. On signale également des combats dans la région de Malaya-Tokmatchka. Des combats sont signalés en périphérie, au sud et pour Malaya-Tokmatchka, où nos troupes progressent légèrement dans la partie sud-est. Des combats ont également lieu pour la partie sud-est de Malaya-Tokmatchka. L'assaut de Malaya-Tokmatchka se poursuit. Il y a une progression dans la région de Malaya-Tokmatchka. Des combats et une avancée ont lieu à Malaya-Tokmatchka, où l'ennemi reconnaît d'ailleurs notre progression. Hier, nos troupes ont également libéré Malaya-Tokmatchka près d'Orekovo. Aujourd'hui, le ministre de la Défense a salué les unités participantes. On presse aussi vers Malaya-Tokmatchka. Mouvements et poussières signalés vers Malaya-Tokmatchka et Orekovo. La pression continue aussi dans ces secteurs ainsi qu'à Magdalinovka, dans les secteurs de Magdalinovka, Sherbakov et Malaya-Tokmatchka, dans la région de Magdalinovka et dans la région de Malaya-Tokmatchka. Eh bien, à cause des mensonges de plus en plus éhontés des propagandistes poutinistes et du ministère russe de la Défense, même les zétistes les plus endurcis se sont rebellés. Ainsi, la plus grande chaîne de correspondants de guerre pro-Z, Rybar, a déclaré que les généraux continuaient de faire état de succès inexistants sur le front. Cette fois, il s'agit prétendument de la prise de Borovaya dans la région de Kharkiv. À la mi-mai, le ministère russe de la Défense a annoncé la prise de la localité de Borovaya, mais à ce moment-là, les forces ukrainiennes avaient déjà réussi à chasser les troupes russes du village, écrit Rybar. Cependant, après cela, des vidéos truquées comme celle-ci ont commencé à apparaître, prétendument pour confirmer la prise de cette même Borovaya par les soldats de Poutine. Mais en réalité, la plupart de ces vidéos ont été tournées à 25 km du village, sur le territoire de la localité de Kolomeichika, qui est depuis longtemps sous le contrôle des militaires russes. Il est intéressant de noter que Kolomeichika n'en est pas à sa première utilisation comme décor pour de faux rapports. Auparavant, on y avait déjà filmé la prétendue prise de contrôle de Novoplatonovka après un assaut particulièrement raté, souligne Rybar. De plus, la veille, le chef de l'administration militaire du village de Borova, Alexandre Trtichny, a confirmé que l'information concernant l'occupation ne correspond absolument pas à la réalité et que le contact est maintenu avec les habitants de la localité. Je cite, « Il y a des bombardements, beaucoup de bombardements, mais Borova est à nous et le village de Cheïkovka, dont Gerasimov a parlé, est aussi à nous. » C'est pourquoi l'information ne correspond pas à la réalité, il s'agit d'un nouveau faux, comme l'a déclaré Tverdichny de Kupiansk. L'Ukraine passe à un nouveau niveau dans la guerre des technologies. Sa propre bombe aérienne guidée, de nouveaux missiles à longue portée et des projets conjoints avec l'Europe. Le secteur de la défense ukrainien renforce rapidement ses capacités. Comment la guerre pousse-t-elle l'Ukraine à devenir l'un des plus puissants producteurs d'armes modernes? Parlons-en plus en détail dans le reportage. L'Ukraine a créé sa propre bombe aérienne guidée et ce n'est plus une expérience ou un projet sur le papier. Selon le ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, la bombe a passé tous les tests nécessaires et est prête à être utilisée au combat. Le développement a nécessité 17 mois de travail des ingénieurs ukrainiens. Le projet a été réalisé avec le soutien de la plateforme Brave One, une initiative gouvernementale dédiée au développement des technologies militaires. L'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un développement entièrement ukrainien. Ce n'est pas une copie d'une arme occidentale ou russe, mais un système créé pour répondre aux réalités de la guerre moderne. Une bombe ordinaire, même larguée depuis la plus grande altitude, 10 à 12 km depuis un avion rapide. Ici, la portée est déjà nettement supérieure, plusieurs fois plus élevée. Et c'est pourquoi de telles bombes, la Russie les utilise constamment sur la ligne de front, pratiquement sans frappes avec de telles bombes. Voilà les assauts locaux russes quand l'infanterie est simplement lancée contre les fortifications ukrainiennes. Peu importe combien meurent, ils meurent. À chaque fois, parfois lors des jours d'assaut les plus intenses, jusqu'à 150 de ces bombes sont larguées.
La nouvelle bombe aérienne ukrainienne, UAB, est capable de frapper des fortifications, des postes de commandement et d'autres cibles à des dizaines de kilomètres en profondeur. En d'autres termes, c'est un outil supplémentaire pour effectuer des frappes de haute précision contre l'ennemi sans que l'aviation n'entre directement dans une zone dangereuse. Le ministère de la Défense a déjà acheté le premier lot de ces nouvelles bombes aériennes. Cela signifie que le développement passe à une phase pratique et pourrait apparaître sur le front dans un avenir proche. En principe, elle permet de détruire n'importe quelle fortification de campagne et de détruire des abris, de détruire des entrepôts. Et cela constituera une aide sérieuse pour nos forces terrestres afin de repousser les assauts russes ou lors de nos contre-attaques en utilisant une tactique similaire. Une frappe contre les positions fortifiées russes. Après cela, nos forces de système sans pilote éliminent ceux qui ont survécu à l'aide de drones. Et le groupe d'assaut s'empare de ces positions. Mais l'Ukraine ne s'arrête pas là. Parallèlement, des travaux sont en cours sur de nouveaux missiles longue portée. La société européenne Destinus, en collaboration avec le groupe allemand Rheinmetall, développe le système Ruta Block 3, un missile d'une portée allant jusqu'à 2000 km. Le nouveau missile sera doté d'une ogive de 250 kg et d'un système de navigation moderne qui lui permettra d'opérer même en cas de brouillage du signal GPS. C'est important dans la guerre moderne où les systèmes de guerre électroniques sont devenus l'un des facteurs clés. Ces essais doivent avoir lieu précisément en Ukraine. Selon le plan, les premiers tests en vol débuteront en 2027. Le projet est développé simultanément dans plusieurs pays. Aux Pays-Bas, le principal centre d'ingénierie de Destinus est déjà opérationnel. L'Allemagne sera responsable de la production en série et de la certification. Et l'Ukraine sera responsable des essais, de l'adaptation au combat et de la production de certains composants clés. 70% des entreprises militaires russes du complexe militaro-industriel russe se retrouveront dans la zone de frappe. C'est-à-dire que nous pourrons déjà détruire efficacement, disons, non seulement les entreprises dans les régions frontalières et en Crimée, mais aussi atteindre à peu près au-delà de l'Oural. Il y a encore quelques années, le secteur de la défense ukrainien dépendait principalement des anciens développements soviétiques. Aujourd'hui, le pays crée ses propres solutions de haute technologie, des drones FPV et drones maritimes jusqu'aux bombes aériennes et missiles. Il y a beaucoup de composants provenant de sociétés occidentales. Pratiquement, nous n'avons actuellement aucune restriction d'accès aux hautes technologies de fabrication occidentale. Nous pouvons utiliser aussi bien des éléments radioélectroniques que des modules séparés dans nos modèles d'armement. Les armes ukrainiennes commencent à attirer l'attention non seulement des militaires, mais aussi des partenaires internationaux, car une grande partie de ces systèmes a déjà été testée dans des conditions de combat réelles. Ainsi, l'Ukraine est en train de devenir progressivement l'un des principaux producteurs d'armes modernes en Europe. L'Ukraine est une victime et a pleinement le droit de défendre sa souveraineté territoriale et son intégrité par tous les moyens à sa disposition, a déclaré le nouveau Premier ministre hongrois Péter Magyar. Lors de sa visite à Varsovie, il a également déclaré qu'il espérait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville de Beregovo, dans la région de Transcarpathie, début juin. Magyar voit la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre entre l'Ukraine et la Hongrie concernant la question des minorités nationales. Le Premier ministre hongrois a également exprimé l'espoir d'une série prochaine et efficace de négociations avec Kiev. Aucun président n'a fait plus pour que l'Ukraine tienne face à l'invasion russe que Trump, a déclaré le vice-président américain J.D. Vance. C'est ainsi qu'il a décidé de répondre à la question d'un des journalistes « Pourquoi les États-Unis ont choisi de récompenser le dictateur russe Poutine en refusant de déployer environ 4000 de leurs soldats en Pologne ?» Vance s'est souvenu de l'argument préféré du président américain selon lequel Barack Obama avait donné des draps aux Ukrainiens, tandis que lui, Trump, avait donné des javelins aux Ukrainiens. Ce sont précisément ces javelins qui, selon le vice-président des États-Unis, ont permis à l'Ukraine de préserver jusqu'à présent sa souveraineté territoriale. Pendant ce temps, le dirigeant chinois Xi Jinping et le dictateur russe Poutine ont signé une déclaration sur un ordre mondial multipolaire. En revanche, la percée attendue concernant le gazoduc Force de Sibérie 2 ne s'est pas encore produite. Le Kremlin n'a confirmé qu'un accord général. Les prix et le calendrier, des détails clés de la construction, n'ont toujours pas été convenus. Les deux parties se sont également prononcées en faveur de la fin de la guerre par des négociations, mais ont répété la formule russe sur la nécessité d'éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne.
Le dirigeant chinois parviendra-t-il à raisonner Poutine? Nous allons en parler plus en détail tout de suite. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît, et de vous abonner à la chaîne YouTube Ukraine aujourd'hui. Poutine s'est rendu en visite chez Xi Jinping. Cette visite est particulièrement significative et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, elle a lieu littéralement dans la foulée du voyage de Donald Trump en Chine. Le Kremlin a attendu jusqu'à la dernière minute avant d'annoncer officiellement la date. Ce n'est qu'après la visite du président américain qu'on a appris que Poutine partait d'urgence à Pékin. Poutine pense qu'il est grandiose, que Poutine est génial. Parvenir à obtenir de la part de Xi une reconnaissance de ce qu'il a lui-même négocié avec les États-Unis d'Amérique. Poutine et la Chine et les États-Unis, c'est ce trio qui veut aujourd'hui que nous ne parlions que d'eux. C'est ça, Yalta 2. Il est d'ailleurs intéressant de voir apparaître des pays comme l'Iran, ou je ne sais pas, la Turquie et d'autres, qui ne voudraient pas avoir un certain poids dans cette affaire, et la question de savoir comment ils vont s'opposer à cette régionalisation du monde reste ouverte. Mais au fond, c'est une discussion qui arrange ces gars-là. D'un autre côté, la question de savoir dans quelle mesure ils influencent la situation et s'influencent mutuellement est très importante. La visite du dictateur russe en Chine durera 2 jours, du 19 au 20 mai. La rencontre officielle avec Xi Jinping aura lieu le 20 mai sur la place Tiananmen, suivie de négociations en format restreint et élargi, de la signature de près de 40 documents et de déclarations conjointes à la presse. L'Ukraine tient bon et sans la Chine, Poutine ne peut rien faire. Et cela est très important. Et la discussion porte justement sur le fait qu'en Chine, ils doivent commencer à sauver la Russie de manière plus massive, plus sérieuse. Officiellement, le prétexte de la visite est beau. Le 25e anniversaire du traité d'amitié et de coopération entre la Chine et la Russie. Mais en réalité, Poutine n'est pas venu à Pékin pour des photos commémoratives. Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a perdu l'Europe en tant que partenaire économique à part entière. Elle s'est retrouvée sous des sanctions sans précédent et s'enfonce de plus en plus dans la dépendance vis-à-vis de la Chine. Le principal atout de la Russie, c'est simplement qu'elle est capable de jeter toute sa population dans la machine à broyer de la guerre, de détruire, d'attaquer un voisin à tout moment. La Chine est intéressée à affaiblir encore davantage Moscou, dans sa dépendance totale envers Pékin. Dans quel but? Eh bien, pour l'absorber tôt ou tard. Aujourd'hui, c'est justement Pékin qui est devenu pour le Kremlin la principale bouée de sauvetage, le marché d'écoulement du pétrole et du gaz, le fournisseur de technologie et, en fait, le coussin financier de l'économie russe. Tout le monde comprend que cette guerre est extrêmement avantageuse pour la Chine. En Russie, il n'y a aucun concurrent occidental pour la Chine. Autrement dit, les Chinois peuvent vendre tout ce qu'ils veulent en Russie, acheter tout ce qu'ils veulent en Russie, au prix qui leur convienne. En d'autres termes, la Russie est devenue un appendice de la Chine, et la guerre, même si elle est contre l'Ukraine, y a largement contribué. C'est pourquoi, avec le dictateur russe, presque tout le bloc économique russe s'est rendu en Chine. Des vice-premiers ministres, des ministres et les dirigeants des plus grandes entreprises. Au Kremlin, on ne cache pas que l'on fonde de très grands espoirs sur cette visite. La Russie doit maintenant entièrement rénover, pratiquement reconstruire à partir de zéro, toutes ses raffineries de pétrole. La Russie a besoin d'armes. Eh bien, merci à la Chine, elle en fournit. La Russie a besoin de corridors logistiques qui permettent de contourner les sanctions américaines. Et il faut aussi que l'Iran reste en sécurité, car l'Iran est un centre très important d'armement pour le camarade Poutine. Ils comptent sur le forum pour, une fois de plus, essayer de refourguer leur gazoduc Force de Sibérie 2, autour duquel Moscou tourne littéralement en rond depuis plusieurs années. Le projet doit relier les gisements arctiques russes à la Chine en passant par la Mongolie. Mais la Chine ne se précipite pas pour signer les accords définitifs, comprenant parfaitement que plus la Russie s'affaiblit, plus elle pourra lui imposer ses conditions avantageuses. De son côté, le Kremlin essaie aussi de tirer profit de la guerre, mais uniquement en Iran. Le pays agresseur, la Russie, espère que les bouleversements sur les marchés de l'énergie provoqués par la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran rendront la Chine plus souple lors des négociations. Il y a aussi un autre aspect.
Selon le Financial Times, lors de négociations avec Trump, Xi Jinping a déclaré que Poutine pourrait finir par regretter l'invasion de l'Ukraine. Et c'est sans doute l'un des signaux les plus fermes jamais adressés par un dirigeant chinois au Kremlin. Des sources affirment qu'auparavant, même lors de conversations à huis clos, Xi évitait de donner des évaluations aussi directes, que ce soit à propos de Poutine ou de la guerre elle-même. Je pense qu'il ne se passera rien concernant l'Ukraine. La Chine n'exercera aucune pression. L'Amérique n'a pas fait de la question de la guerre en Europe une priorité lors de ces négociations. C'est pourquoi nous ne verrons aucune conséquence. Aucune. La guerre va continuer. On saura si Poutine obtiendra quoi que ce soit de Xi à l'issue des négociations. Quoi qu'il en soit, il est évident que c'est Pékin qui dicte les règles du jeu. Moscou n'a d'autre choix que de s'y conformer.